imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-Radio. 90.3. Les 100 jours du tandem Diomaye-Sonko à la tête du Sénégal, les enseignements de la conférence de presse de Diomaye, l'avenir de la CEDEAO avec la nouvelle alliance des États du Sahel et les enjeux pour la sous-région. Quelle diplomatie pour le Sénégal avec le nouveau régime? Pour parler de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 14 juillet 2024 Serigne Bamba Gaye, spécialiste en politique publique et relations internationales, et Souleymane Anta Ndiaye, écrivain, diplomate, spécialiste relations Russie-Afrique. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 14 juillet 2024, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps. Que ce soit donc deux éminentes personnalités sénégalaises. Serigne Bamba Gaye, on ne le présente plus au Sénégalais, c'est spécialiste de relations internationales et de politique publique. Souleymane Anta Ndiaye, lui aussi, spécialiste, diplomate, écrivain, qui est aussi spécialiste de relations Sénégal-Russie et Afrique. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le président Diomaye Faye vient de boucler 100 jours à la tête du Sénégal et il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ces 100 jours. Hier, il a tenu une conférence de presse pour expliquer aux Sénégalais aujourd'hui comment il a vécu ces 100 jours. Pour lui, ce n'est pas encore l'étape d'un bilan, parce qu'il n'est pas en train de faire un bilan, mais fait le point de ce qu'il a eu à faire ici au Sénégal. Serigne Bamba Gaye, si vous regardez un peu depuis la prise de pouvoir de président Diomaye avec le Premier ministre Ousmane Sonko, quelle analyse peut-on faire de ces 100 jours? Merci beaucoup Alassane Samba. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à participer à ce débat. J'en profite également pour dire bonjour à M. Souleymane Anta Ndiaye avec qui je vais débattre. Je pense que il est important de souligner dès l'abord qu'après 100 jours passés au pouvoir, il est très difficile véritablement de faire une évaluation ou de tirer un bilan. Pourquoi? Parce que 100 jours, n'est pas significatif pour un mandat de 5 ans. Il s'y ajoute que ce pouvoir vient à peine de s'installer dans un contexte qui était un contexte particulièrement difficile au Sénégal. Le Sénégal était un pays fracturé, polarisé, et l'élection présidentielle a eu lieu dans des conditions exceptionnelles. Un président de la République a été élu, c'est M. Diomaye Faye, et ce président quand même a inscrit son action dans le cadre d'une rupture structurelle pour pouvoir refonder le Sénégal et également parvenir à transformer le pays de manière tout à fait radicale. Il est évident qu'en 100 jours, véritablement, son projet n'a pas pu véritablement s'inscrire et s'appuyer dans une perspective de clarté, mais également dans une perspective maîtrisée. Pourquoi? Parce que lui-même ne maîtrise pas tous les leviers de pouvoir. À l'évidence, il n'a pas une assemblée nationale lui permettant de voter les lois nécessaires pour asseoir ces transformations structurelles. Il ne maîtrise pas encore toute l'administration. Il a commencé à nommer un certain nombre de directeurs, mais en même temps, il hérite d'une situation financière lui-même qu'il a qualifiée de désastreuse, parce que les indicateurs, s'ils ne sont pas au rouge, ils virent au jaune. C'est pour dire véritablement qu'il est dans une situation assez difficile. Ceci étant, quand même, il a posé des gestes, et ces gestes, on peut les analyser. Le premier élément qui attire mon attention pour ce jeune président, c'est qu'il est un président qui veut véritablement réconcilier le Sénégal. Il n'est pas dans l'invective, il n'est pas dans des polémiques inutiles, il est dans une sérénité. Cette sérénité, selon lui, est le moyen le plus important pour pouvoir résoudre un corps social qui était un corps social fracturé et, à l'évidence, appeler les Sénégalais autour de l'essentiel. Je pense que je salue cette manière de faire, ce calme olympien, cette capacité véritablement à dire aux Sénégalais, les choses ne seront pas faciles, il faudrait travailler. Ce que également je salue, c'est sa capacité véritablement à mettre au champ de l'échiquier la question de la reddition des comptes, la question de la redevabilité et de l'imputabilité. Alassane Samba Diop, convenons-en,
Le Sénégal a été marqué pendant des années par une gestion désastreuse des finances publiques, mais en même temps une gouvernance qui a bloqué les perspectives de développement du pays. Et je pense qu'il est important, véritablement, selon moi, de revenir aux fondamentaux, de montrer que seule une gestion vertueuse des finances publiques pourra permettre à l'État de véritablement être un acteur de développement. Il s'ajoute que le nouveau président élu également travaille dans le sens, en fait, d'implanter au Sénégal cette culture du droit, d'instaurer la justice autour de son slogan « Jub, Jubal, Jubanti », et qui me paraît être, au-delà du slogan, la matrice centrale. Parce qu'un pays, pour le construire, il faut des citoyens. Or, à l'évidence, au Sénégal, nous avons 18 millions de Sénégalais, mais nous avons peu de citoyens. Et ce qui fait que si également on interroge la pratique des Sénégalais, on se rend compte que véritablement, on a besoin de refonder le Sénégal de nouveau. Le Wolof fait la différence entre nit et nité. Le nit, c'est celui qui a une tête, celui qui a 2 bras et 2 jambes, mais le nité, c'est celui qui a reçu une éducation, c'est celui qui a des valeurs, c'est celui qui a également la capacité véritablement de servir la communauté et non pas devenir une personne qui est un obstacle au développement. Or, je pense autant nous avons besoin de refonder l'État sur une nouvelle base, autant il nous faut une nouvelle citoyenneté. Et c'est important que le président ait posé les débats en ces termes. Soleil Antayaï, par rapport à ces 100 jours, votre analyse? D'abord, je voudrais vous remercier, Alassane. Je crois que c'est la énième fois que vous m'invitez. Oui, absolument. Et je viens toujours avec beaucoup de plaisir. Un plaisir pour moi. Parce que vous êtes un professionnel qui maîtrisez votre travail. Merci beaucoup. Je salue bien sûr mon vis-à-vis, le docteur Cheikh Bamba Gaye, et vos auditeurs, vos téléspectateurs. Alors, je partage entièrement ce que vient de dire docteur Cheikh Bamba. 100 jours, c'est peu. C'est parce que c'est devenu une tradition presque universelle de marquer les 100 jours d'un régime qui vient d'arriver. Mais sinon, on n'était pas obligé de se plier à cette règle. Mais comme on est dans un village planétaire, oui, je crois que c'est aussi l'occasion, en tout cas pour le nouveau président qui vient d'arriver, de donner le là, pour que les gens sachent où il veut aller, qui il est, etc. Alors moi, ce que je retiens de ces 100 jours, c'est que, quoi qu'on dise, les Sénégalais ont repris espoir. Parce que les Sénégalais, comme l'a souligné tout à l'heure, tout de suite, Dr Bamba Gaye, les Sénégalais reviennent de loin. Les Sénégalais reviennent de très loin. Alors, avoir un jeune président, âgé de 44 ans, qui n'a pas fait de bilan, à mon avis. Il n'a pas fait de bilan, il a juste jeté un regard sur les 100 jours. Et ce regard qu'il a jeté sur les 100 jours a permis aux Sénégalais de découvrir un homme. De découvrir, j'ajoute, un homme d'État. Contrairement aux appréhensions qui faisaient croire que ces jeunes n'ont pas d'expérience, ils ne connaissent pas l'État. Le chef de l'État, le président de la République, Diomaye Faye, a montré hier qu'il était un homme d'État. Ça m'a impressionné. Alassane, vous pouviez résumer votre émission d'aujourd'hui sur la prestation du président hier, c'est-à-dire les enseignements à tirer de sa conférence de presse. Parce que cette conférence de presse a permis aux Sénégalais de comprendre l'homme, de comprendre sous certains aspects le projet dont on parle, mais aussi de se dire que plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Moi, c'est ce que je retiens. Parce qu'on a parlé de chiffres, on a parlé des assises de la justice, on a parlé de la diminution des prix des denrées alimentaires, et on a parlé aussi, parce que le président l'a dit, on a parlé de la situation de laquelle sortait le Sénégal. Et le rectificatif ou le correctif apporté par le président de la République et son équipe sur les péchés mignons qu'ils ont trouvés sur place et qui ont failli bloquer le pays. C'est dire que ce sont des hommes d'État qui sont là. Alors, donc, pour ne pas aller plus loin, je m'arrête à cela et je retiens que nous avons découvert un homme d'État. Ouais. Le président a parlé de la renégociation des contrats. C'était un débat ici au Sénégal, les contrats pétroliers, miniers, entre autres. Beaucoup disaient que le Sénégal ne profitait pas réellement de ces contrats, que les multinationales imposaient leur dictat. Il a donné l'exemple du Mali, où c'est des experts sénégalais qui sont partis au Mali renégocier des contrats. Je pense que ce que le président veut faire est tout à fait légitime.
on a des ressources naturelles, mais on ne profite pas de nos ressources naturelles. Si vous prenez le zircon, le phosphate, toutes nos ressources naturelles, l'or, on n'en profite pas. Ça pose un grand problème. Si véritablement les Sénégalais ne peuvent pas profiter de leurs ressources naturelles, à quoi ça sert? C'est la question qu'on se pose. Il est tout à fait évident, je pense, de pouvoir véritablement remettre sur la table les contrats signés. Ce ne sera pas facile. La renégociation des contrats est un processus laborieux et difficile, mais je pense qu'il faut tenter. Pourquoi? Parce qu'il faut faire en sorte que les intérêts du Sénégal soient sauvegardés et non pas bradés. Et je pense que c'est une quête difficile, mais c'est ça véritablement l'avenir. Les experts internationaux disent que quand il y a la phase d'exploration, les contrats ont une certaine façon de faire. Parce que là, depuis qu'il vient, qu'il met son argent, qu'il cherche, il peut trouver, il peut ne pas trouver, et il perd son argent. Donc au départ, c'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, quand on commence à exploiter, à ce moment-là, l'État peut renégocier. Je pense que c'est venu un bon moment, on commence à négocier, là on pourrait négocier. Oui, mais je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités. C'est important de préciser que quand on amène son argent, on investit, l'État ne voit rien. Il faut saisir toutes les opportunités et avoir l'expertise de son côté. Le Sénégal a de brillants experts qui peuvent conseiller le gouvernement pour que le gouvernement puisse éviter des faux pas. Le Sénégal a de brillants experts qui peuvent conseiller le gouvernement pour que le gouvernement puisse tirer le maximum de profit de ses richesses. Et surtout, le gouvernement a de brillants experts qui peuvent l'aider à enchasser l'exploitation du pétrole et du gaz dans une chaîne de valeur. Parce que ce qui est fondamental, au-delà de la renégociation du contrat, c'est faire en sorte que les ressources qui sont chez nous puissent être exploitées dans une perspective de chaîne de valeur et non pas véritablement que les ressources soient exploitées de manière brute à l'étranger. Il faut sortir de cette division internationale du travail qui a appauvri l'Afrique, c'est pas seulement l'Afrique, et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas pu inscrire la gestion de nos ressources dans un processus de transformation structurelle avec des chaînes de valeur qui vont de la production à la commercialisation. Je pense que c'est ça l'enjeu, mais je pense que le président a raison de le faire, mais il faut qu'il s'entoure de l'ensemble des garanties juridiques et d'une expertise de qualité pour pouvoir véritablement renégocier les contrats et permettre aux Sénégalais de tirer le maximum de profit de ces richesses. Les premiers barils de pétrole tirés de Sangomar, la presse nous apprend, la presse spécialisée, que les tankers qui sont venus prendre le produit vont être raffinés à l'extérieur, en Allemagne et en Hollande. Mais ça c'est un problème. Comme, disons, l'exploitation des minerais dans les pays considérés comme des pays en voie de développement. Je n'aime pas tellement cette expression parce que je trouve que tous les pays du monde sont en voie de développement. Le développement n'est pas un état statistique où l'on s'arrête. C'est un processus. C'est un processus. On continue toujours d'améliorer. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi je pense que tout ça se fera graduellement. Il faudra être très intelligent dans l'exploitation des hydrocarbures. Et moi je suis très confiant, et le président nous a rassuré hier lorsqu'il a parlé de la renégociation qui se fera, contrairement à ce que pensent beaucoup. Alors, dans un premier temps, nous ferons, nous Sénégal, ce que nous pouvons faire, et nous laisserons à nos partenaires extérieurs faire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils peuvent faire. Mais à long terme, évidemment, il faudra, comme l'a dit tout à l'heure Bamba, je pense qu'il faudra maîtriser la chaîne des valeurs. Il faudra maîtriser la chaîne de la production. Il faudra maîtriser tout ce qui touche à l'exploitation de ces hydrocarbures, mais de façon à ce que le Sénégal et les Sénégalais en tirent le maximum de bénéfices possibles. Mais certains se posent la question, pourquoi la SAR n'a pas raffiné ce pétrole? Pourquoi il va en Allemagne, il va pas raffiner par la SAR? Est-ce que la SAR a aujourd'hui les capacités de... C'est la question qu'on se pose. C'est une question auquel peut-être les techniciens pourront répondre. Mais je trouve que parce que nous voulons être souverains, parce que nous voulons aussi protéger notre souveraineté, je crois qu'il faudra tout faire pour que le Sénégal puisse raffiner sa production sur place. Khadim, votre question est importante. Pourquoi la SAR n'a pas raffiné ce au Sénégal? Pour ce pétrole va en Allemagne. Parce que tout simplement, on n'a pas enchâssé la question de l'exploitation de nos ressources naturelles dans une perspective de chaîne de valeur. Et c'est très important. Tout à fait. On a beau avoir du pétrole, du manganèse, la bauxite et du cobalt, si véritablement on a comme unique ambition les exploiter et les exporter,
ça montre véritablement que l'Afrique ne va pas tirer profit. Je pense que nous devons tirer les leçons apprises de ce qui s'est fait en Afrique. Le Sénégal n'est pas le seul pays où on a découvert des ressources naturelles. Dans plusieurs pays africains, on a découvert des ressources naturelles, mais in fine, ces ressources ont été exportées, il n'y a pas eu de processus de transformation. Et comme on a un gouvernement, un président qui inscrit son action dans le cadre d'une transformation structurelle de l'économie, je pense que le moment est venu de repenser la question des chaînes de valeur, et j'y insiste, c'est très important. Ce n'est pas seulement au niveau du pétrole et du gaz, c'est au niveau également de l'ensemble des ressources qu'on va découvrir dans nos sous-sols, également de ce que nous produisons sur le plan agricole. Donc cette question, elle est centrale. Parce que si le président Diomaye Faye veut que le Sénégal puisse un État souverain, la souveraineté, in fine, n'a de sens que lorsqu'elle permet d'avoir ce qu'on appelle une autonomie stratégique. Et pour avoir une autonomie stratégique au plan économique et au plan industriel, il faudrait que le pays s'installe dans la création des chaînes de valeur qui vont permettre de maîtriser le processus d'amont en aval et en même temps de pouvoir trouver les liens, la relation dialectique entre exploitation et industrialisation. Et c'est ça en fait l'enjeu. Je pense que ce débat que vous posez, il est essentiel, mais ça interpelle les autorités sénégalaises. Il faut que nous puissions renforcer nos capacités de raffinage et voir, in fine, par rapport à ce qui est produit, quelle est la part qui revient au Sénégal. Et cette part qui revient au Sénégal, est-ce qu'on a la capacité de raffiner ça ici? Dans l'un comme dans l'autre, si le Sénégal est un pays gazier et pétrolier, nous devons avoir les capacités non seulement pour raffiner et de faire un diagnostic structurel LASAR pour montrer est-ce que l'Assad a les capacités de faire le travail. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour le renforcer? Et à défaut, créer une autre raffinerie. Allez-y. Je viens de dire peut-être aussi il faut souligner la chance du Sénégal. Le Sénégal est arrivé sur le tard, si on peut s'exprimer comme ça, dans le marché du pétrole. Sur le tard parce que beaucoup de pays africains sont déjà dans le marché. Il peut tirer les leçons de tous. Voilà, très bien. Les mauvaises... Donc le Sénégal a la possibilité, a des références. Donc le Sénégal a la possibilité d'éviter les erreurs qui ont été faites ailleurs. On a chez qui apprendre. On a à apprendre chez les Gabonais, chez les Nigérians. On a même à apprendre chez les pays du Golfe. Donc l'atout du Sénégal, c'est justement d'être arrivé sur le tard et que nous pouvons donc tirer des leçons, des expériences de ces pays producteurs et nous éviter donc certaines erreurs. Oui. La question de la bonne gouvernance, vous l'avez posée. Le président a dit quand il est venu au pouvoir, il n'a rien trouvé par rapport aux fonds politiques. Est-ce qu'il faudrait reposer la question de l'encadrement, de l'utilisation des fonds politiques? Parce qu'est-ce qu'on peut dans un pays voter des milliards donnés au président de la République en disant oui, tu en fais ce que tu veux, alors qu'en France, la Cour des comptes vérifie les dépenses qui sont faites. Je pense que l'exemple que le président a hier évoqué au cours de sa conférence de presse nous interpelle. Comment se fait que des fonds politiques ont été votés, au bout de 3 mois, il n'y a plus de fonds politiques? Mais ça pose une question fondamentale. Surtout pas de contrôle. Ça pose une question fondamentale également sur la question, la gestion des deniers publics et également le rôle que joue le président de la République dans notre architecture institutionnelle. Parce qu'en vérité, si cela est possible, parce que tout simplement, on est dans l'hyper-présidentialisme. L'hyper-présidentialisme donne au président des pouvoirs absolus et ces pouvoirs absolus permettent au président de disposer des ressources comme il veut s'en rendre compte. Je pense que cette situation, il faut nécessairement la dépasser. Il faut je pense, refonder la République, lutter contre l'hyper-présidentialisme, faire en sorte que le président lui-même soit redevable de sa gestion, qu'il puisse se rendre compte durant son mandat, mais en même temps faire en sorte que la gestion vertueuse dont on parle, le premier garant en soit le président de la République. Je pense que le président Diomaye Faye aujourd'hui a le devoir historique de mettre sur la table les conclusions des assises nationales pour que nous puissions véritablement avoir un système politique mieux équilibré où le président de la République ne soit plus un monarque constitutionnel et que le président de la République puisse se rendre compte et in fine lutter contre l'hyperprésidentialisme, lutter également contre la gestion néopatrimoniale du pouvoir parce que le président
qui est hyper puissant gère le président gère la République comme si c'était sa propriété, et enfin mettre l'accent sur la redevabilité et l'imputabilité, et enfin la promotion de la méritocratie. Je pense que ce sont aujourd'hui les réformes sur lesquelles les Sénégalais attendent le président de la République. Et il a l'impérieuse nécessité véritablement de poser les jalons pour refonder l'État, mais en même temps réconcilier le Sénégalais avec son État et faire en sorte que l'Assemblée, l'administration du moins, soit une administration qui travaille sur des bases claires, et que la question véritablement de l'évaluation de l'action publique soit non seulement au cœur de l'État, mais que tous les acteurs, y compris le président de la République, soient évalués, parce que, in fine, ce dont il s'agit, c'est de gérer les deniers du peuple sénégalais. Cette question a été posée lors de la conférence de presse en parlant un peu de la toute-puissance entre guillemets du Premier ministre Ousmane Sonko. Le président a dit oui, il faudrait qu'on lui donne toutes ses prérogatives, que lui-même il est d'accord pour que le Premier ministre soit beaucoup plus fort en termes de pouvoir, de décision. Vous savez, Alassane et Bamba a bien exposé le problème, la question. Le président lui-même hier, en parlant des fonds politiques, était un peu gêné. Il n'a pas utilisé d'ailleurs le terme fonds politique, si mes souvenirs sont exacts. Il a parlé de fonds secrets. Mais quelle que soit la nature de ces fonds, le peuple... Il dit qu'il faut transformer les fonds politiques en fonds secrets. En fonds secrets, c'est ce qu'il a dit. Alors, dans tous les cas, ces fonds, l'Assemblée nationale, les institutions parallèles doivent avoir un droit de regard sur ces fonds. Même le peuple sénégalais doit avoir un droit de regard sur ces fonds, parce que c'est de l'argent qui appartient au peuple. Le fait que le président n'ait pas trouvé ces fonds politiques au palais, ça aussi, ça dénote d'une malgouvernance caractérisée qu'on a connue ici au Sénégal. Il n'est pas question de remuer le couteau dans la plaie. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas encadré, les fonds politiques au Sénégal, la forme dont on doit les utiliser? Des fois, vous pouvez l'utiliser en disant oui, c'est pour la défense nationale, c'est pour les renseignements, alors que c'est pour autre chose. En France, je pense que la Cour des comptes a un devoir de regarder un peu comment c'est utilisé. Mais c'est ça justement le rôle essentiel de la Cour a rembourser au niveau de la France des frais de bouche. Le rôle essentiel d'une Cour des comptes, c'est de porter un regard sur la gestion des fonds du pays. Ici au Sénégal, les fonds politiques sont mis, disons, à la disposition du président de la République, qui en fait ce qu'il veut. On a vécu ça avec le président Abdoulaye Wade, qui avait, semble-t-il, confié ses fonds à son ancien directeur de cabinet, devenu Premier ministre. Mais il faut définitivement régler cette question-là. Parce que aussi, les Sénégalais ont le droit de savoir comment on utilise leur argent, comment on utilise leurs contributions financières, comment on utilise leurs impôts. Je pense que le président, en parlant justement parce qu'il a lui-même parlé de l'hyper-présidentialisme, il trouve que c'est anormal et qu'il faut donner plus de pouvoir au Premier ministre. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'on ira vers une sorte de... on ira en tout cas vers une direction qui donnera beaucoup plus de pouvoir au Premier ministre. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit Souleymane Anta Ndiaye, écrivain, diplomate spécialiste de relations Russie-Afrique, et Serigne Bamba Gaye, expert international en relations internationales et en politique publique. La deuxième question de notre débat, ça concerne aujourd'hui de la CEDEAO. On a vu ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, cette césure qu'on a vue au niveau de la CEDEAO, ensuite l'alliance des pays du Sahel. Le président Diomaye a été nommé pour rapprocher les positions. Est-ce que les positions sont conciliables? Je pense d'abord qu'il faut se féliciter d'abord que la CEDEAO ait pris l'initiative de nommer le président Diomaye et le président Faure Eyadema pour pouvoir véritablement essayer de rapprocher les deux parties. À l'évidence, de quoi s'agit-il? La CEDEAO est une organisation qui a été fondée il y a de cela bientôt 50 ans et qui a comme fonction essentielle l'intégration régionale, mais au-delà de l'intégration essentielle, créer un espace politique dans lequel les principes de l'état de droit, la démocratie, le respect également
des droits de la personne sont au cœur de son entreprise. Et dans ce cas, à chaque fois qu'il y a des changements constitutionnels ou bien des coups d'État, la CEDEAO doit réagir. La CEDEAO a eu à le faire concernant le Mali, le Burkina et le Niger. Il s'est trouvé que la CEDEAO, véritablement, devant le cas nigérien, a pris des décisions, notamment consistant à envoyer des troupes pour pouvoir déloger le putschistes. Cela a créé une sorte de radicalisation, d'opposition entre ces trois pays globalement et la CEDEAO. Et à l'évidence, ces trois pays ont décidé de sortir de l'organisation. On est dans une situation de crise. Cette situation de crise, véritablement, pose in fine les modes décisionnels au niveau de la CEDEAO, la pertinence de ses réponses, mais également sa capacité véritablement à tenir compte des situations d'anomie, mais également des situations dans lesquelles l'ordre constitutionnel a été véritablement l'ordre constitutionnel a connu un problème dans ces pays. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour les militaires de faire de la CEDEAO un bouc émissaire pour rester au pouvoir? Mais oui, vous avez parfaitement raison. Parce que ce qu'on constate au niveau de ces trois pays, c'est qu'au lieu d'assister à des transitions qui sont des transitions sommaires, qui durent 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, dans ces trois pays, on parle de transitions qui vont durer 5 ans. Oui, au Burkina. Donc, 5 ans. Et tous les arguments sont bons pour pouvoir permettre à ces militaires de rester au pouvoir. Mais malgré tout, la CEDEAO estime que devant en fait, cette radicalisation de ces trois pays, il est de son devoir de pouvoir véritablement trouver une solution. Je pense que le président Diomaye a une tâche difficile. Pourquoi sa tâche est difficile? Parce que c'est deux logiques qui s'affrontent, la logique de l'intégration et la logique de la désintégration, mais en même temps la logique du dialogue et la logique du raidissement. Mais il ne faut pas désespérer, et je pense que le fait qu'il ait nommé le président Abdoulaye Bathily comme envoyé spécial peut permettre véritablement de créer les conditions d'un dialogue serein. Ça va prendre du temps, mais in fine, ce qui est important, c'est d'éviter la cassure entre ces pays et la CEDEAO. Pourquoi? Parce que tout simplement, le contexte dans lequel nous vivons fait que nous avons un destin commun, mais en même temps, sur des questions liées à la sécurité, des questions liées également aux questions économiques et également des questions liées à la libre circulation des biens et des personnes dans cet espace, je pense que le bon sens doit être au cœur de la priorité de l'ensemble des dirigeants, et je pense que le président sénégalais l'a compris très bien. Pourquoi? Parce que lui, il peut parler avec tout le monde. Mais est-ce que cette mission a des chances de réussir, compte tenu du fait aujourd'hui que le président Diomaye va nommer un homme spécial qui est Abdoulaye Bathily, avec des militaires qui dans les tuyauteries, l'objectif des militaires, c'est de rester au pouvoir? Alassane, moi je voudrais aborder cette question, mais franchement sous un autre angle. Allez-y. Et autrement. Allez-y. Parce que je suis de ceux qui, bon ça je vais le révéler tout de suite, je suis de ceux qui soutiennent ce qui s'est passé dans ces pays-là. Vous soutenez les coups d'État? Je soutiens la façon dont les militaires sont arrivés au pouvoir. Les coups d'État? Au Mali, au Niger et au Burkina. Pourquoi? D'abord, ces pays ont une tradition de coups d'État. Il y a eu des coups d'État au Mali, il y a eu des coups d'État au Niger, il y a eu des coups d'État au Burkina Faso. Le coup d'État le plus célèbre qu'on a connu, l'auteur est devenu un grand héros, c'est Thomas Sankara. Thomas avait des motivations profondes, mais nobles. Thomas voulait libérer son pays. Thomas voulait, s'éloigner de la tutelle de l'ancienne puissance coloniale. Il n'a pas réussi. Je trouve qu'il n'a pas réussi. Le premier à avoir fait un coup d'État au Mali, c'est Moussa Traoré. Mais est-ce qu'il y a un coup d'État en Afrique qui a réussi? Non, mais j'arrive, je reviens là-dessus. Le coup d'État de Jerry Rawlings au Ghana a bien réussi. Et Jerry Rawlings est arrivé à installer des civils. Et aujourd'hui, le Ghana récolte un peu les résultats du travail de Jerry Rawlings. Pourquoi il y a ces coups d'État? Nous, Sénégalais, on a la chance, et je mets chance entre guillemets, de n'avoir pas connu pour le moment de coup d'État. Parce que nous, dès le début, nous avons pris la voie de développement, démocratie à l'occidental. Alors, donc, nous, on ne peut pas tolérer de coup d'État chez nous. Mais au Niger, au Burkina Faso et au Mali, ils ont une tradition de coup d'État. C'est par les coups d'État qu'ils veulent régler leurs problèmes. Et d'où viennent ces problèmes-là, généralement? Mais ces problèmes-là viennent généralement de la tutelle, de l'emprise,
de la présence étouffante de l'ancienne puissance coloniale qui exploite toutes les richesses du sous-sol au vu et au su de tout le monde. Mais quelle est la responsabilité des dirigeants africains dans ça? Quelle est la responsabilité? Des dirigeants africains dans cette situation-là? Mais justement, la responsabilité est large. La responsabilité est directement engagée parce que la plupart de ces leaders africains ont accepté la tutelle de l'ancienne puissance coloniale. Alors, je veux dire une chose. Le fait qu'il y ait eu ces coups d'État-là dans ces 3 pays, c'est une réaction à une situation et ils ont trouvé la solution. La solution, c'est que des jeunes militaires ont pris le pouvoir pour remettre selon leur entendement, leur pays sur les voies du développement. Mais avec des transitions qui durent un mandat pratiquement. Les transitions, mais 5 vraiment ans. c'est peut-être une stratégie. Mais qu'est-ce que les civils ont fait dans ces pays-là? Ils ont chapardé, excusez-moi le terme, les richesses de ces pays-là. Ils se sont accoquinés avec l'ancienne puissance coloniale et voilà le résultat. Maintenant, AES, Alliance des États du Sahel, mais c'est une excellente chose. Je trouve que le fait que des États africains se retrouvent pour former une fédération ou commencer par une confédération, mais c'est une excellente chose. Maintenant, chaque pays a le droit de définir comment il envisage son développement. La CEDEAO, il faut le reconnaître, a été une organisation moribonde depuis le début. Il y a eu évidemment des acquis au niveau de l'intégration, des échanges commerciaux, mais la CEDEAO est un organisme qui répond aux desiderata de l'ancienne tutelle coloniale. C'est très simple. Maintenant, le président Diomaye a du travail, il a du pain sur la planche. Vous avez vu récemment les panafricanistes dire du n'importe quoi sur le Sénégal. Je pense que c'est des instants d'émotion qu'on va dépasser. Mais le président, effectivement, a tous les atouts. Il a tous les atouts. Pas pour faire en sorte que l'AES ait raison ou la CEDEAO ait raison, mais il peut faire en sorte que l'AES soit réintégrée dans la CEDEAO, mais en tant qu'entité AES. Moi, je pense que si on prend cette voie-là, on pourra réussir. Mais on n'a pas le droit de condamner les attitudes des militaires dans ces pays-là. Mais dans ces pays, les coups d'État, c'est des libertés qui sont confisquées, c'est des droits de l'homme qui disparaissent. Hervé Kam était en prison. Oui. On a pris Bassolé, on l'a mis dans des camps militaires forcés. Oui. C'est des libertés qui sont confisquées, c'est les partis qui sont dissous, c'est la démocratie qui est piétinée. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Et des transitions interminables. Dans ces 3 pays, ce qui est en train de s'installer dans ces 3 pays, c'est un ordre autoritaire. Des dictatures. C'est des dictatures. C'est des dictatures qui sont en train de s'installer dans ces pays. Et ces dictatures également qui s'installent et également à travers une exploitation de ressentiment anticolonial, mais également ils prennent prétexte la lutte contre les djihadistes. En vérité, ce qui est fondamental et ce qu'on observe dans ces pays, c'est que les militaires veulent confisquer de tout le pouvoir, mettre fin à la vie politique et véritablement régenter les libertés et ils n'acceptent aucune critique. L'exemple de Maître Hervé Kam est emblématique. Et je pense que de ce point de vue, moi, je n'approuve pas ces coups d'État. Mais est-ce que pour autant, depuis ces coups d'État ont lieu, est-ce que les Maliens vivent mieux, les Nigériens vivent mieux, est-ce que les Burkinabés vivent mieux? Mais je pense que la situation actuelle au Mali, au Burkina, au Niger, il n'y a pas eu de progrès notable, ni au plan économique, ni au plan politique. Je pense c'est tout à fait évident. Comment Conakry, il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout. Eux-mêmes, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens également, chaque jour les manifestent, mais malheureusement, les libertés étant confisquées, les gens qui manifestent sont arrêtés. Mais je pense que ce qui est plus fondamental à mon niveau, c'est que l'AES est à contre-courant de l'histoire. Pourquoi l'AES est à contre-courant de l'histoire? Si vous prenez l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda 2063 de l'Union africaine parle de la nécessité en fait de la création des États-Unis d'Afrique par 2 voies. La première voie, c'est que les organisations régionales, ce qu'on appelle les CR, vont créer en leur sein des fédérations. Et ensemble, les 5 CR vont fusionner à terme pour devenir les États-Unis d'Afrique. Donc le fait que 3 pays aujourd'hui s'isolent constitue une entrave à la mise en œuvre de l'agenda 2065 et ne s'inscrit pas dans le processus de la création des États-Unis d'Afrique. Je pense que pour moi, c'est un tournant dangereux. Il est dangereux
parce que ces gens s'isolent, ces gens ne sont plus dans la dynamique de l'intégration, parce que l'intégration n'a pas connu que des échecs. Il y a eu également des avancées au niveau de la CEDEAO. La libre circulation des personnes et des biens, la création d'institutions, la création de banques, la création de projets régionaux, pour moi, et le fait même qu'il ait existé les COMOG en son temps, montre qu'il y a eu des avancées dans l'intégration. Qu'aujourd'hui la CEDEAO soit dans une situation difficile, le moment est venu, selon moi, de refonder la CEDEAO et non pas de désintégrer la CEDEAO. Il faut, à mon niveau, refonder la CEDEAO, voir quels sont ses points faibles, comment les améliorer, tenir compte des critiques formulées contre la CEDEAO de la part des États de l'AES pour véritablement faire que la CEDEAO soit une organisation d'intégration régionale capable de relever les défis. Parce que les défis sont nouveaux. La CEDEAO a été créée en 1976. Aujourd'hui, les défis, 75, et aujourd'hui, les défis sont énormes. Les États connaissent des problèmes. Et le fond du problème, c'est que c'est des États qui connaissent beaucoup de vulnérabilité et de faiblesses structurelles. Parce qu'in fine, au-delà du cas du Mali, au-delà du cas du Burkina, au-delà du cas du Niger, ce qui est posé et ce qui est sur la table, c'est la viabilité de l'État postcolonial. Et la viabilité de l'État postcolonial ne peut être posée qu'à travers sa capacité véritablement, 1, à satisfaire les besoins des populations, 2, à être le moteur d'intégration au niveau social, et troisièmement, avoir les capacités pour unir les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est ça le débat qui nous pose, mais je ne voudrais pas véritablement que les choses soient perçues de manière émotionnelle, mais que nous puissions avoir une réflexion globale pour voir que l'AES n'est pas la solution. Je comprends pourquoi l'AES a été créée. L'AES n'est pas la solution. La solution, c'est l'unité de l'Afrique à travers en fait un processus gradualiste qui permettra véritablement, tenant compte de la situation actuelle, des défis à relever et des faiblesses, comment véritablement organiser une montée en puissance permettant à la CEDEAO de devenir une organisation réelle sur le plan de l'intégration économique. Sur le temps, la CEDEAO a dit qu'aujourd'hui, puisque ces pays ont décidé de sortir, ils vont instaurer des visas pour les ressortissants du Mali, du Niger et du Burkina Faso. On a vu que dans le cadre de l'UEMOA, il y a des banques nigériennes, d'origine nigérienne, des banques d'origine du Burkina Faso et du Mali s'installer dans d'autres pays de la CEDEAO. Et ce n'est pas un coût énorme par rapport à l'économie de la CEDEAO. Est-ce que cette information est avérée? Le communiqué a été dit. Hein. Ben, je l'ai pas, ils ont lu un communiqué en disant le communiqué dit ceci. Quelles sont les conséquences auxquelles les États membres de l'AES peuvent faire face au cas où ils quittent l'organisation? Peuvent faire. C'est-à-dire, le communiqué n'est pas une menace. Non. Le comité montre aujourd'hui les conséquences qui peuvent véritablement s'abattre à ces pays si les pays quittent l'espace, la CEDEAO, qui quand même présente pas mal d'avantages, dont l'un des premiers est la libre circulation des personnes. Oui, moi je persiste à dire que les États, l'Alliance des États du Sahel est une très bonne chose. Voilà 3 pays qui ont décidé de se prendre en charge. La CEDEAO a péché par beaucoup de manquements. Quand il y a eu les coups d'État, pourquoi la CEDEAO est partie faire des sanctions, est partie prendre des sanctions contre ces États en violant ces textes? Parce qu'il paraît qu'il n'est nulle part inscrit Attendez, je termine, peut-être que vous allez nous édifier là-dessus. Que quand dans un État il y a un coup d'État, il faut prendre des sanctions contre cet État. Si. Alors, on ne se cache pas. Moi, je vous dis ce que je pense sincèrement. Il y a la France derrière tout cela. On le sait. C'est la France qui commandite, qui demande aux chefs d'État de la CEDEAO de faire ce qu'ils ont à faire, ce que veut faire la France. Et là, ces 3 États l'ont compris. On parle d'intégration graduelle, mais depuis combien de temps on parle d'intégration en Afrique? Depuis combien de temps on rêve d'unité africaine? Depuis combien de temps? Mais ces États ont pris sur eux la responsabilité de se réunir. Il faut les encourager. Mais nous, on surfe sur les notions de démocratie, de liberté, comme les Occidentaux. Mais pour dénigrer ce que nous sommes en train de faire. Tout début est difficile. S'il n'y avait pas eu dictature en Chine, avec Mao Tse-tung,
la Chine d'aujourd'hui n'existerait pas. D'accord, je voudrais Alors, moi je suis pour que on travaille avec ces États-là, pour qu'on maintienne le dialogue avec eux, mais qu'on ne passe pas notre temps à les stigmatiser. Sur ce plan-là, je pense que le président Diomaye Faye est bien parti. Mais dans ce cadre-là, quelle diplomatie je pense quand pour même le Sénégal qu'on est dans tout dans ça? un débat, il est important de rétablir les faits. La CEDEAO a des mécanismes et des textes qui lui permettent de prendre les sanctions. Je pense que ça existe quand même. C'est important de rétablir les faits. La CEDEAO dispose de mécanismes, des textes qui lui permettent, au cas où un pays sort de l'ordre constitutionnel, de prendre les sanctions. Donc les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, c'est des sanctions qui sont juridiquement... Mais ça a été une grosse erreur, à mon avis. Non, je pense que c'est important. Parce qu'il y a les textes, il y a l'esprit des textes. C'est important quand on discute. Je pense qu'en Gambie, ça a été fait, comme Oui, quand Yahya Jammeh a voulu... Bien sûr, c'est important. Mais ça, c'est un autre cas, ça, c'est autre chose. Non, c'est la même chose. Non, c'est La CEDEAO a envoyé là-bas une équipe. Oui, non, mais là, je suis au courant, je sais. On a un ancien ministre des Affaires étrangères qui a bien travaillé sur le dossier gambien. Donc je disais que quand même c'est important de rétablir la vérité des faits. La CEDEAO a été fondée en droit, compte tenu de ces textes, de prendre les sanctions contre ces États. Maintenant, on peut en fait épiloguer sur les conséquences des sanctions. Mais la CEDEAO a fait ce qu'elle devait faire. Ça, le premier élément. Le deuxième élément, je pense que il ne faut pas, à mon niveau, qu'il y ait une fixation. Il y a un problème, il y a une crise, c'est comment dépasser la crise. Oui. C'est très important, c'est important. Et ensuite, à mon niveau, je pense qu'il ne faut pas surdéterminer le rôle de la France. Je pense que le Nigeria n'est pas sous le coup de c'est ça. C'est le lead, le Nigeria. Il ne faut pas surdéterminer le rôle de la France parce que je ne vois pas en quoi la mais France... prenez le cas du Niger. Mais écoutez, Bamba, je suis avec vous, je suis en phase avec vous sur la plupart des questions. Je ne vois pas. Mais rapidement, je veux juste donner le cas de l'uranium du Niger. Non, vous avez vu comment la France a passé son temps à exploiter cet uranium donc je disais qui appartient à un pays classé comme l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais il faut voir les choses comme ça. Moi, je ne suis pas dans la théorie diplomatique simple. Non. Alassane, je dis qu'il ne faut pas surdéterminer le rôle de la France. Pourquoi? Je ne crois pas que le Nigeria reçoit ses ordres de la France. Je ne crois pas. Non. Mais le Nigeria, c'est un cas isolé, c'est différent. Mais Bamba, prenez prenez l'exemple de l'uranium du Niger. On s'écoute un peu. L'uranium du Niger. Je ne crois pas que le président ghanéen reçoit ses ordres de la France. Le fait de surdéterminer la position de la France dans la situation actuelle crée un biais politique qui, en fait, ne nous permet pas de voir nos propres responsabilités. De trouver des boucs émissaires et également de ne pas comprendre la complexité de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'est vrai, il est vrai que les puissances étrangères sont en compétition au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique. Mais ce qui est fondamental à mon niveau, c'est de voir pourquoi on a des faiblesses structurelles, pourquoi on manque de leadership, pourquoi les réponses qui ont été avancées ne sont pas encore capables de stabiliser la situation de l'Afrique. Et là, on se rend compte ça va revenir. Et là, on se rend compte que nous devons questionner notre responsabilité. Dans cette situation aujourd'hui, quelle diplomatie pour le Sénégal? La diplomatie, vous savez, le Sénégal a une tradition diplomatique bien ancrée. L'actuel président, le président Diomaye Faye qui vient d'arriver, fait ce qu'on appelle de la diplomatie de proximité, de bon voisinage. Moi, je dirais, je qualifierais cette diplomatie de diplomatie du temps et de l'espace. Le Sénégal est un pays souverain, je l'ai dit quelque part, qui est prêt à entretenir les meilleures relations possibles avec tous les pays du monde. Je crois que le président l'a dit hier, et il faut en tenir compte. Moi, personnellement, j'aimerais que le Sénégal se rapproche davantage de la Russie. Pourquoi? Pas pour dépendre de la Russie, mais pour profiter le maximum possible des opportunités qu'offre ce pays. La Russie vient de lancer au Sénégal la chambre de commerce. Une très bonne chose. D'investissement international. Une très bonne chose. Le président de la République a reçu le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Cette chambre de commerce et d'investissement Russie-Afrique a été créée. Et j'espère que ça pourra servir de moteur qui va relancer considérablement nos rapports, nos relations avec la Russie. Économiquement, les Russes commencent à s'installer au Sénégal avec Yango comme plateforme, avec OneXBet, entre autres.
Bon, Yango, c'est formidable. OneXBet, c'est russe aussi. Ah ouais, vous le révélez à vos auditeurs. Bien sûr, c'est russe. Alors, non, pour être plus sérieux, la Russie est un partenaire très sérieux. L'atout de la Russie, c'est que la Russie n'a pas de passé colonial en Afrique. L'Union soviétique a soutenu les mouvements de libération en Afrique. L'Union soviétique a soutenu Mandela, l'ANC, du temps de l'apartheid, contrairement à ce que faisaient les Occidentaux. Donc moi je pense qu'on peut quand même envisager de nouvelles formes de coopération avec la Russie qui soient beaucoup plus performantes. Et je crois que le président et le Premier ministre sont sur cette lancée-là. La diplomatie sénégalaise doit s'élargir davantage à tous les pays du monde, chercher ses intérêts là où ils sont. Je pense que le président Diomaye Faye aujourd'hui arrive au pouvoir et est le porteur d'un projet de rupture. Ce projet de rupture et de refondation à mon niveau, au plan diplomatique, doit être le reflet d'une nouvelle politique étrangère. Parce qu'en vérité, la diplomatie n'est que l'outil de mise en œuvre de la politique étrangère. Avant de parler d'une diplomatie, il faut une nouvelle politique étrangère. La politique étrangère du Sénégal a des fondamentaux qui sont solides. Depuis 1960, le Sénégal est un des rares pays africains à disposer d'une politique étrangère. Mais aujourd'hui, compte tenu des 3 facteurs dont je viens de parler, que je vais évoquer, il faudrait à mon niveau renouveler la politique étrangère. Il faut la renouveler par rapport aux crises régionales, et le président l'a compris, il a réservé ses premières visites en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de pacifier l'espace sous-régional, parce que sans paix et développement, on ne peut pas construire le développement. Il me semble important qu'il faut mettre l'accent sur cette dimension de bon voisinage, la médiation au niveau des conflits, mais également trouver un gentleman agreement pour que l'intégration régionale soit au cœur du projet de la diplomatie sénégalaise. À cela s'y ajoute le fait que le Sénégal veut aujourd'hui diversifier ses relations. La doctrine, pas d'exclusion, pas d'exclusivité. Oui, il veut diversifier ses relations, mais ce qui apparaît au niveau du discours du président, c'est le fait de défendre les intérêts du Sénégal. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que nous devons avoir une diplomatie qui met sur la table la défense des intérêts du Sénégal pour que nos partenaires ne puissent pas nous utiliser, nos partenaires ne puissent pas véritablement profiter du pays. Tout à l'heure, je disais qu'il ne faut pas déterminer les biais post-coloniales, parce que parmi nos nouveaux partenaires, il y en a ceux qui sont dans une logique d'exploitation de l'Afrique. Je ne vais pas citer, mais si nous ne soyons pas vigilants, on risque de ne pas récolter les fruits du nouveau partenariat entre le Sénégal et ce nouveau État. Et le troisième élément qui me paraît important, c'est-à-dire comment porter la voix du Sénégal dans le monde. Et aujourd'hui, le Sénégal doit se positionner par rapport à la crise du multilatéralisme, par rapport à la crise, aux enjeux climatiques, par rapport également à la résolution de grandes questions comme la question palestinienne, mais également par rapport à la nécessité de refonder le système onusien. Je pense que le Sénégal doit prendre le leadership. Parce que ce qui manque cruellement en Afrique, c'est un problème de leadership. Nous avons des chefs d'État africains qui n'ont pas une vision en matière de relations internationales. Il leur manque de culture stratégique. Il leur manque une approche des relations internationales. Or, dans un monde où la mondialisation est le facteur déterminant, comment un État comme le Sénégal peut exister? Cet État comme le Sénégal, pour exister, doit également avoir une empreinte diplomatique. Cette empreinte diplomatique, elle doit véritablement être le socle à partir duquel le nouveau gouvernement veut véritablement développer son plan, mais permettre au Sénégal, in fine, d'avoir une diplomatie d'influence. Faut-il continuer comme on avait, ou vous changer de paradigme par rapport à la nouvelle diplomatie? Continuité ou changement dans la continuité? Mais changement dans la continuité. D'autant plus que nous sommes actuellement, le Sénégal s'inscrit sur le plan diplomatique dans ce qu'on pourrait appeler la multipolarité, c'est-à-dire la multiplication des pôles, la diversification des partenariats. Le président Diomaye Faye l'a précisé hier, la diplomatie sénégalaise répondra aux attentes des Sénégalais. Nous avons des Sénégalais à l'étranger,
Nous avons aussi la question de l'intégration africaine. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a un ministère qui s'appelle ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Toujours pour montrer la priorité que le gouvernement du Sénégal actuel accorde à l'intégration africaine. Mais nous évoluons dans un monde multipolaire où la multipolarité doit être le principe de base. On doit dépasser le moment où des puissances étrangères viennent imposer leurs desiderata aux pays faibles. Le Sénégal doit jouer dans justement cette situation-là un rôle capital. Nous avons tous les atouts qu'il faut. Nous avons un président jeune qui vient d'arriver et dont la victoire a été saluée par le monde entier. Et ça, c'est un atout en diplomatie. Alors, l'image du président peut vendre, l'image du Sénégal, peut faire la promotion du Sénégal. Et ça, on peut le faire aussi à travers la diplomatie. C'est dommage qu'on ait supprimer les bureaux économiques dans les ambassades du Sénégal, mais je trouve que la diplomatie économique devrait être un levier très important de développement pour le Sénégal. Et j'espère que le président Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement feront les pas nécessaires justement pour renforcer cette diplomatie économique. Voilà, le temps qui nous est parti est terminé. Merci Serigne Bamba Gaye, expert international, en relations internationales et en politique publique. Merci à Souleymane Anta Ndiaye, écrivain, diplomate spécial de relations Russie-Afrique. Amadissi était la technique, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. 90.3.